life was like a box of chocolates. Tu as confiance en moi? The Pop and Love Chronicles. And I love you. The Pop and Love Chronicles. Pop And Love. Quand la pop culture rencontre Le développement personnel et relationnel. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? Jetez-moi ici. Moi c'est Julien. Et moi c'est Eugénie. Jack, je vole! Pas de bras, pas de chocolat. The Pop And Love. Chronicles. Hello Eugénie, comment ça va? Ça va bien Julien et toi? Oui, c'est le numéro 7, 7e épisode de The Pop and Love Chronicles. Comment ça va depuis ces 6 premiers épisodes? Bah écoute, plutôt bien. Plutôt bien, on a fait un batch d'enregistrement il y a quelques semaines. Là, on a enregistré avec cet épisode 2 épisodes aujourd'hui. Donc c'est steady, lentement mais sûrement. Et puis ça roule plutôt bien pour l'instant hein, parce qu'on continue à regarder des films et des séries qui nous inspirent bien. Donc je pense que ça va continuer fort. The Pop and Love Chronicles, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que clairement ça va continuer fort. En plus on aura notre petite pause de Noël de 15 jours pour s'inspirer et pour regarder des nouvelles séries, des nouveaux films et puis toujours analyser sous l'angle du développement personnel, des relations, dynamique familiale, loyauté, féminin, masculin, yin-yang. C'est passionnant et puis de voir quelles phrases on pourrait faire parce que souvent quand on voit ces comportements dans les films ou à l'extérieur de nous, c'est juste un miroir de ce que vous ne voulez pas voir à l'intérieur de vous. Donc moi, ça m'entraîne aussi à aller faire des phrases et des libérations pour moi. Et Eugénie aussi, maintenant que tu es formée au PKS, à t'entraîner. Et je vous invite vraiment à avoir ça comme une grande chance de miroir, plein de miroirs potentiels que les films et les séries, les bouquins nous révèlent quand des personnages vous énervent. C'est à l'intérieur de vous que ça doit bouger parce que c'est un miroir de ça. Donc c'est super intéressant, puis c'est ce qu'on fait depuis 6 épisodes, et là c'est le 7e, et puis n'hésitez pas comme toujours à venir vous former aussi au PKS, il y a une formation en janvier, et puis à pratiquer cet outil merveilleux, c'est vraiment, vraiment très chouette. T'en as pensé quoi toi de la formation, tiens, petite parenthèse? Bah écoute, moi je te vois la pratiquer assez régulièrement. Donc ça me semblait tellement logique et tellement simple que quand j'ai fait la formation, que je me suis rendu compte que ce n'était pas simple, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. J'ai été très surprise. J'ai été très surprise. Ce qui est surprenant également, c'est de voir effectivement que il y a une vraie coïncidence entre les moments où on n'utilise pas le PKS et où du coup il y a pas grand chose qui bouge dans la vie et les moments où on l'utilise. Genre hier. Alors attendez, on va remettre les pendules à l'heure. T'as dit qu'on se faisait une pause de 2 semaines pendant Noël et les gens qui sont en train d'écouter cet épisode l'écoutent certainement le 23 décembre et sont en train de se dire mais c'est déjà les vacances de Noël. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est qu'en fait on enregistre cet épisode aujourd'hui 1er décembre pour le diffuser le 23. Donc il y a un petit décalage, une petite ellipse temporelle. Et effectivement, on a fait une grosse session PKS, toi et moi, hier. Oui, on vous raconte notre vie privée, ça fait aussi partie du jeu. Hier soir, où moi je ruminais. Je ruminais sur ma situation professionnelle et l'argent et trucs et machin. Et toi, t'es arrivé comme un ange. Tu m'as pris la main et tu m'as dit répète après moi. Et on avait une séance PKS. Super longue, genre à 11h30 avant de se coucher. Et ce matin, bam, il y a tes stats qui ont explosé après une reel qu'on a enregistrée ce matin pour notre cercle astro coaching. On n'arrivait pas à faire venir des gens. Et puis finalement, d'un coup d'un seul, bam, à un moment donné, je crois à 10h ce matin, tu me dis, il y a 17 personnes qui arrivent. Moi, j'étais à 17 On était 7 à peine et on avait du mal à les faire rentrer ces 7 personnes déjà. Voilà, moi j'ai une cliente qui me paye aujourd'hui aussi. C'est incroyable comme à chaque fois qu'on fait du PKS et on a envie d'y croire mais on n'a pas envie d'y croire mais on a envie d'y croire mais on a la flemme de le faire et trucs et machin. À chaque fois qu'on fait du PKS il y a des résultats soit plus tard dans la journée soit le lendemain. C'est assez incroyable, enfin c'est à dire qu'à un moment donné le hasard existe mais n'existant pas, tu te dis c'est quand même troublant que systématiquement il y ait des déblocages après qu'on ait fait une séance PKS quoi. C'est là où à un moment j'avais entendu ça dans un podcast, un épisode de Métamorphose, c'était je crois le traducteur de Don Miguel Ruiz des 4 accords Toltec, il y avait le 5e et tout et compagnie, c'est lui qui avait traduit, puis il disait en fait à toutes les personnes qui disent que je suis superstitieux de croire ça, en fait c'est eux les superstitieux parce que moi je l'ai tellement vu dans ma réalité, les synchronicités, les choses qui se passent, quand il y a des prières, quand il y a des choses, quand il y a des choses qui bougent parce que justement j'ai fait des actes, moi je suis plus superstitieux, je l'ai vu assez souvent dans ma réalité pour voir que c'est bien réel.
Donc c'est les autres qui le sont parce qu'ils le disent juste par jugement, par projection de mais non c'est des conneries, mais est-ce que tu l'as vu, est-ce que tu l'as testé, donc fais ces phrases et regarde, et ça ment pas les phrases, il y a des choses qui se passent dans le corps, et j'adore parce que si j'avais pas de business, je ne pourrais pas me rendre compte des variations de ce qui se passe dans ma vibration, dans l'argent, dans la visibilité. Là j'ai plein de stats, j'ai plein de métriques que je peux voir. Donc quand je vois des gens qui arrivent d'un coup, qu'il y a de l'argent qui circule pas, je le vois très bien, t'inquiète pas, et quand il circule je le vois aussi. Quand je vois les stats des reels d'un coup, mais j'hallucine, qu'est-ce qui se passe là? D'un coup, il y a plein de personnes qui viennent, et puis les commentaires, vous allez voir, hein, sur le truc d'astro là de ce soir, ça n'arrêtait pas, les courbes, elles sont beaucoup plus grandes que celles de d'habitude, mais qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, on a fait une grosse session Libération PKS hier avec Eugénie, et Eugénie, c'est la personne source de ce projet qui est les cercles astro, c'est elle qui a commencé comme ça, puis moi je me suis ajouté avec le PKS, puis avec un peu d'énergie yang dedans, mais à la base ça venait d'elle, donc si ça sort ou ça rentre pas, bah c'est elle aussi qui est aux premières loges, qui est à la porte de ça, donc énergétiquement c'est hyper intéressant d'aller travailler là-dessus, donc bah les résultats sont là, et ça bouge vite en général. En moins de 24 heures, il y a des choses qui se passent. Et je l'ai vu beaucoup, moi, plus on est connecté aussi à son émotionnel, à sa sensibilité, puis ça circule vite. Et voilà, c'est encore une preuve de nouveau. Et ça nous remet de l'énergie, de la foi. Donc comme on a encore plus de foi, on y croit plus, il y a encore plus de transformation. Il faut le croire pour le voir dans votre réalité, en tout cas c'est mon paradigme. Et effectivement c'est ce qui se passe. Et quoi de mieux qu'un business en ligne pour voir que waouh, mais il y a des gens, moi j'ai fait rentrer plein d'argent là, c'était trop bien, des clients, des gens pour la formation PKS, des personnes intéressées pour mon challenge de 5 jours, c'est un truc de ouf ce qui s'est passé cette semaine et moi aussi j'avais libéré des trucs dans l'invisible. Donc merci, ouais. Bon, parenthèse fermée, très chère Eugénie, aujourd'hui on va parler de The Holiday. Qu'est-ce que c'est The Holiday? The Holiday. Bah, et on s'était dit qu'on allait faire un film de Noël. Et là, bon, bah, pléthore de choix, que choisir. Et en grande spécialiste des films de Noël, je m'étais arrêtée sur Love Actually. Je m'étais dit, bon, bah voilà un film de Noël intéressant parce qu'il nous propose plein de personnages avec plusieurs facettes, plusieurs problématiques. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup à dire. Et au dernier moment, je tombe sur une interview de Kate Winslet qui passe sur mon mur Insta, où elle dit, voilà, on va rentrer dans cette période de l'année. Je crois qu'elle était dans le Graham Norton Show à ce moment-là. Elle dit, voilà, on rentre dans cette période de l'année où systématiquement, tous les ans, depuis que The Holiday est sorti, si je suis quelque part dehors et que je croise des femmes, souvent c'est une maman et sa fille, elles vont me voir, elles vont me reconnaître, elles vont se rapprocher, souvent elles se prennent la main et elles viennent me voir pour me dire, on voulait juste vous dire, on a regardé The Holiday il y a pas longtemps, ou on vous adore dans The Holiday. Je me souviens plus de quelle phrase elle cite, mais l'idée est là que bah voilà, c'est la période de l'année où on regarde The Holiday. Je suis presque sûre que vous connaissez ce film. Si vous ne le connaissez pas, c'est un film de 2006. Voyez-le avant de voir cet épisode parce que alerte spoiler, on va vous spoiler le film. Et puis bah, d'avoir vu cette interview de Kate Winslet, je me suis dit quand même, Love Actually c'est vachement bien et franchement, on a tellement de matière avec les films de Noël, mais The Holiday, c'est un de mes films doudou, c'est un de mes films préférés, qui n'est pas exempt de problèmes et de problématiques que je vois sous un œil différent aujourd'hui qu'à l'époque, il y a 20 ans où je le regardais, enfin pas 20 ans, 18 ans seulement. Mais ça reste un film doudou, un film affectif et que je vais regarder ou mettre en fond sonore parce que ça apaise mon système nerveux régulièrement dans l'année. Donc j'ai dit à Julien, écoute, changement de plan. Genre 2 jours avant qu'on regarde le film de Noël qui allait inspirer cet épisode de podcast, on va regarder The Holiday et tu t'es laissé embarquer. Tout à fait, et c'est vrai que je suis pas toujours attiré par les films de romance ou autres, mais finalement une fois que j'ai mis les pieds dedans, bah je m'y prends au jeu, j'adore, c'est très sympa, c'est doudou comme tu dis, c'est calme, il y a pas des grosses bastons comme dans le Hobbit, c'est chouette quoi, et puis c'est léger, puis c'est l'amour, puis c'est beau et on se prend au jeu de la relation et des problématiques de relation dans cette période de Noël magnifique où il y a toujours des beaux décors, des belles lumières, de la neige, des endroits où on a envie d'être au chaud et de déguster un bon chocolat chaud avec des marshmallows comme le papa Jude Law fait à ses filles. Alors je vous ai bien spoilé direct là parce que du coup si vous l'aviez pas vu, vous découvrez qu'il est quoi, il est veuf. Oui, il est veuf, il a ses filles et je balance tout. Et en fait c'est hyper intéressant ces films parce que ça vient questionner vraiment les dynamiques, les relations amoureuses homme-femme. Et aussi en lien à ce que vient révéler cette période. Alors là, c'est intéressant parce que on n'a pas l'impression que c'est Noël quand on est à Los Angeles, qui fait super chaud et beau. C'est original aussi d'aller faire un Noël dans un pays chaud, quoi, type Los Angeles et compagnie, quoi.
Ouais, il y a un gros jeu de miroir dans ce film-là. On pourrait dire qu'on a 4 acteurs principaux. Le postulat de base de ce film. Alors encore une fois, attention, spoiler. Et puis, même si on l'a vu hier, on n'est pas à l'abri de dire des bêtises. Hein. Donc reprenez-nous, faites des commentaires et donnez-nous des clés si on passe à côté de quelque chose ou qu'on dit quelque chose de faux. Tout simplement, c'est ok. Le postulat de base, c'est... allez, on va parler de nos 2 héroïnes principales. Iris, qui est anglaise, qui est journaliste, et qui est dans une relation à sens unique, où elle aime désespérément, depuis plusieurs années, un homme qui a une relation avec elle, mais un peu une relation paillasson. Et la veille de la fermeture de sa maison d'édition, hein, le journal... pour cause de vacances de Noël, eh bien, grosse annonce pendant la fête de Noël de la boîte que cet homme qu'elle aime terriblement depuis 3 ans, je crois qu'elle dit, vient de se fiancer avec une fille d'un autre département. Donc, grosse prise de conscience que c'est pas elle qui a été choisie. Hein. C'est pas à elle qu'on a mis la bague au doigt. Et donc, elle rentre chez elle désespérée, fait une pseudo-tentative de suicide avant de se reprendre en main. Et à ce moment-là, la Providence arrive. La Providence arrive par le biais de notre 2e héroïne, qui s'appelle Amanda, qui, elle, vit à Los Angeles. Donc, Iris, elle est à Londres, Angleterre, et Amanda est à Los Angeles. Elle, c'est la chef d'une boîte qui fait des bandes-annonces pour le cinéma hollywoodien. Et elle rompt avec son gars au moment où on arrive dans la narration parce que elle suspecte qu'il l'a trompée avec sa secrétaire, chose que le gars essaye de nier pendant quelques minutes, puis finalement il l'a prise. Et puis il avoue tout, elle le dégage de chez elle et elle se rend compte que dans sa tête ça va pas, elle est très nerveuse, c'est tout embrouillé et tout, et elle se dit j'ai besoin de vacances. Et là, elle se pose devant son ordi. Décide de faire de louer un endroit pour ses vacances et en fait tombe sur un site d'échange de maisons et elle va envoyer un message à Iris qui propose donc son petit cottage anglais en échange de la maison que la personne qui va la contacter va lui proposer pendant les vacances de Noël. Donc au moment où Iris fait sa petite tentative de suicide, je dis petite parce que genre elle respire 2 fois le gaz et puis elle se rend compte que c'était pas une bonne idée, elle ouvre les fenêtres et c'est fini, elle se remet à pleurer. Mais bon, sans vouloir se tuer pour autant. Et elle reçoit le message d'Amanda sur son ordinateur à ce moment-là, avec la petite clochette de la Providence, ding ding, qui lui dit est-ce que votre maison est disponible pour les vacances de Noël. Et c'est donc l'histoire de ces 2 héroïnes qui vont échanger leur vie, entre guillemets, puisqu'elles échangent leur maison, leur voiture, pendant 15 jours. Et l'une va se retrouver dans la vie de l'autre et vice-versa. Voilà. Tout à fait. Et c'est sous l'angle de la relation toxique et dans la relation amoureuse qu'on a envie d'éclairer ça. Et je trouve, et ce qui me venait quand on parlait, c'est comment il s'appelle le boss là qui est avec Iris, enfin qui joue avec Iris. J'aime bien d'ailleurs l'idée. Jasper, merci Jasper. Et la relation paillasson, c'est très juste, c'est tout à fait ça. C'est cette pauvre dame, mais pauvre non, parce qu'elle l'a choisi. C'est là aussi on va vous redonner le pouvoir et la responsabilité, en tout cas dans ce paradigme-là. Elle choisit d'être le paillasson de cet homme, mais qui n'est pas si mauvais, méchant que ça, en fait, dans ses comportements. Il est immature, irresponsable, mais bon, il y a une porte ouverte, donc il en profite tout le temps, mais il la menace pas, il la violente pas, il lui crie pas dessus. Tu vois, finalement, il n'y a pas de comportement à part ces comportements de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, on peut mettre cette étiquette un peu facilement de partout, mais de pervers narcissisme, c'est-à-dire je profite d'une situation et je me nourris énergétiquement de la personne qui est en face de moi, sans du tout me questionner sur son bien-être, sur ses sacrés de l'énergie chez elle, et que je profite de l'absence de frontières chez cette personne, là c'est chez cette femme, chez Iris. Et donc en fait, moi, ce que je vois, et effectivement, c'est ce comportement masculin envahissant et toxique de je prends, mais je donne rien en échange, tu vois. Vraiment, quoi. Alors déjà, ce que tu viens de dire, je pense que ça va venir gratter beaucoup d'entre nous, femmes. On l'a dit dans un précédent épisode, mais c'est toujours bien de le rappeler, au même titre qu'à chaque épisode, on rappelle que c'est... Spoiler, attention, spoiler. Vous avez entendu le petit bruit, si vous n'avez pas l'image, il riait dans sa gourde, ça fait un petit bruit d'écho. Je teste de nouveaux instruments, pardon ma chérie. Oui, alors et si vous nous suivez depuis le début, il a changé de gourde. Hein, encore une fois, je sais pas si vous avez le visuel, mais la gourde à pipette, vous savez qu'il faisait un vieux bruit de succion, a disparu, car acte manqué, il l'a oublié à Basic Fit.
lors d'une séance de sport. Il est tout rouge. Oui, parce que je pense qu'avec cette gourde, je me suis aussi cassé un petit bout de dent, du coup. Il a pas de chance avec ses gourdes, Julien. Et avant toutes ses gourdes, il avait une gourde énorme qui faisait hurler de rire chaque personne qui la voyait. On fera un épisode sur mes gourdes. Ouais, il y a un vrai truc. Et hier, je suis rentrée à la maison, il avait une toute petite entaille sur une de ses dents de devant en mode, je me suis cassé une dent avec la gourde. Je me suis mis la gourde dans la figure. Il y a une malédiction avec Julien et les gourdes. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Oui, ça va certainement venir gratter les femmes. L'idée, si vraiment on veut être honnête avec nous-mêmes et avoir ce genre de conversation où on se rend, on s'estime acteur ou co-créateur de ce qui nous arrive, il faut prendre responsabilité de quelque chose. Donc, quand Julien part comme un bolide sur le thème de « Non mais attendez, ok, pervers narcissique, mais quand même elle laisse des portes ouvertes », c'est normal, on est déjà dans le vif de la conversation, ça va peut-être vous gratter si vous n'avez pas l'habitude. Il n'y a pas de jugement de valeur derrière ça, ça ne dit rien de l'expérience que vous avez peut-être vue, parce que si ça vient vous gratter, c'est que vous avez subi ou vous reconnaissez dans les schémas dont on parle. Ça ne vient rien dire de votre expérience, ne le prenez pas personnellement, on est en train de prendre l'archétype de la situation et essayer de tout mettre à plat comme si on n'était pas impliqué. D'accord ? Je fais juste une pause. T'as raison, et c'est important, je peux reposer le cadre comme je le fais dans mes rendez-vous et dans mes coachings. Vas-y. Tu es un merveilleux cadeau de la vie. De base, je pars sur ce paradigme, je te voue une valeur inestimable et t'es un merveilleux cadeau de la vie à mes yeux, parce que t'es une parcelle d'amour comme chacune de nous. Par contre, eh bien, ça peut gratter, c'est-à-dire que je vais peut-être partager des choses qui vont venir taper dans ton ego ou montrer à quel point l'expérience, tu en es aussi responsable. Et comme tu en es responsable, extreme ownership, tu prends tout en responsabilité parce que dans l'idée, pour moi, de la spiritualité, je manifeste ce que je vibre. Donc, je manifeste tous ces trucs qui m'arrivent et merde, ça me fait chier, mais oui. Mais ce qui veut dire, génial, si je le manifeste dans ce sens, je peux le manifester dans l'autre sens. Et c'est là où la guérison et le travail émotionnel commencent, et le shadow work. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Tes comportements ne veulent rien dire de toi. Dans les hauts, dans les bas, tu restes un merveilleux cadeau de la vie. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et comme ça que je me regarde aussi. Oui, absolument. Donc, quand tu nous expliquais que il y avait quelque chose de l'ordre de la responsabilité quand même chez Iris qui subit sa relation toxique avec, on va l'appeler son ex, mais en fait elle l'appelle son ex, mais c'est pas son ex puisqu'ils sont encore en relation. Mais quel genre de relation? Ils se parlent, ils s'écrivent des mails, mais quand il est pas avec sa fiancée, et puis est-ce qu'ils continuent à coucher ensemble, c'est pas très clair. En tout cas, elle est clairement obsédée par lui. Ou si elle n'est pas obsédée par lui, elle a des réactions de stress à chaque fois qu'il rentre en contact avec elle, que ce soit par message interposé ou parce qu'il lui parle en direct, ou il y a quelque chose de l'ordre. Tout de suite, tu vois la décharge d'adrénaline dans cette personne, Iris, à chaque fois qu'il rentre en contact avec elle. Ça, c'est très juste. Et comment vous vous sentez à côté de la personne avec qui vous êtes en relation ou en non-relation? Est-ce que votre corps s'ouvre et est détendu, apaisé? Ou est-ce qu'il est en train de se dire « Putain, c'est l'agression, ça va être chaud, je serre, je suis pas bien, je suis mal à l'aise, j'ai envie de fuir, ou j'ai envie d'attaquer, ou je suis même au pire frisé ». C'est dans les 3 réactions de votre système nerveux. Ça veut déjà tout dire. Votre corps est déjà en train de parler avant de votre tête. Mais votre tête va dire « Mais non, il est sympa, mais oui, mais quand même, et puis il y a ça ». Et on va trouver après des excuses et c'est là où votre blessure va être nourrie. Mais de base, votre corps vous dit « Je ne suis pas bien avec cet homme ou avec cette femme ». Il y a déjà des signaux. Et donc ça, c'est hyper important à les regarder. Si on reprenait le contact avec notre corps, quel nombre de situations on s'éviterait et de relations toxiques on s'empêcherait. Parce qu'on aurait tout de suite les clés de « Je ne sais pas pourquoi, mais ça me dit non ». Bah je pars, c'est tout quoi. Alors il y a évidemment les décharges d'adrénaline du début, l'excitation de nouveau contexte, nouvelle personne, voilà. Mais ça c'est physiologiquement normal, dirons-nous. Par contre, elle qui a été en relation pendant des années, sachant en plus le background de fait, le mec il est quand même fiancé avec quelqu'un d'autre, on voit que c'est pas du tout normal qu'elle réagisse comme ça après 3 ans. Et toi son comportement à elle par rapport à lui. Qu'est-ce qu'en sort pour toi? Tu t'identifierais ça au freeze ou au fight? Tu dirais que c'est quoi, toi? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Non, je dirais... il y a un peu du freeze parce qu'elle sait plus trop comment réagir. Elle est un peu prise dans le fait que...
En fait, ça commence par le freeze, et ensuite il y a l'idée, il n'y a pas de la fuite, il y a de l'attaque, c'est-à-dire je renchéris encore dans le truc. Je réponds à ton bouquin, j'y vais, tu vois, j'amplifie en fait le comportement toxique au lieu de le fuir et de trouver une excuse. C'est je freeze, mais tant pis, j'y vais quand même à fond et encore plus parce qu'avant tout j'ai envie d'être aimé, je me sens blessé à l'intérieur de moi-même, quoi. Ouais, elle dit aussi des choses. Je le voyais pas nécessairement à l'époque, mais à force de revoir le film et d'être un peu plus mature. Dans le sens, voilà, j'ai roulé ma bosse. Si tu me compares à maintenant, à il y a 18 ans, j'ai pas du tout les mêmes expériences relationnelles. Elle dit des choses comme, bah oui, mais il a besoin de moi. Je suis au courant que je suis pathétique, mais en même temps, je change rien de mon comportement. Ou je change rien de la qualité de notre relation. Elle est très ambivalente parce qu'en fait, elle est consciente mais c'est comme une réaction d'addiction. Tu vois, je sais ce que ça me fait, mais j'y retourne quand même. Et effectivement, il n'est pas violent physiquement avec elle. Il n'y a pas tout un stratagème, en tout cas de ce qu'on nous laisse voir, pour la maintenir. Apparemment, il la contacte comme s'il était en relation avec elle, mais sans lui donner le postulat de base d'une relation saine, en fait, tout simplement. Je te reconnais aux yeux du monde, je te présente comme ma compagne, je m'investis avec toi, je construis des projets. Non, en fait. Et ouais, et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi pervers, c'est parce que c'est pas clair, montré, il lui tape pas dessus ou autre, là c'est évident, mais là au contraire ça se joue dans des choses subtiles, c'est du chaud-froid, c'est comment on appelle ça aussi, tu sais, il y a un terme pour ça, pour le chaud-froid là, dans une relation, bref. Il y a un terme. Ça te parle pas? Tu sais, quand on dit passif-agressif. Le chaud et le froid. Ah, passif-agressif, oui. Voilà. Il y a le côté passif-agressif, tu vois. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est pas facile à déceler, même si elle le sait à l'intérieur d'elle-même que cette relation, mais en fait, ça lui apporte mais pas du tout de la joie. C'est des hauts et des bas en permanence. Mais il y a un moment, il va peut-être m'aimer, il va peut-être me choisir. En fait, pas du tout. Et c'est même encore pire parce que je te fais un cadeau de Noël. En fait, j'apprends devant tout le monde qu'il va se marier avec une autre femme. C'est à chaque fois la douche froide immense jusqu'à se dire je ne vaux rien, je ne mérite rien, je vais me suicider. Même si évidemment elle n'y croit pas vraiment parce qu'elle le fait pas, mais il y a l'idée de je peux arriver au plus bas parce que je me sens complètement nul et mon comportement valide que je suis nul et que je mérite pas et qu'on peut me considérer comme un paillasson parce que c'est ce qu'elle fait et qu'elle répète. Donc dans sa réalité elle ne voit que ça. C'est dur d'aller revoir l'autre côté de la pièce comme quoi c'est un merveilleux cadeau de la vie, sauf quand on change d'endroit et de pays. Oui, là, parce que finalement, c'est pas elle qui a l'initiative du voyage, hein, c'est vraiment Amanda. Et parce qu'il y a un système d'échange de maison, c'est pas qu'elle a pas le choix, parce qu'elle peut dire non, hein, mais elle a cette opportunité présentée, et elle se sent, on voit qu'elle réfléchit pas vraiment, elle est excitée, peut-être même que ça remplace l'excitation, le shoot de dopamine que lui donne sa relation avec cet ex toxique. Elle est excitée par l'idée, et alors nous on sait que c'est une romance hollywoodienne, donc le fait que les deux héroïnes se disent est-ce que demain c'est trop tôt pour traverser le monde entier et prendre ta maison, ça n'a pas l'air de leur poser problème, mais dans l'idée il y a de ça, il y a l'urgence de il me faut mon shoot de dopamine et remplacer avec ces circonstances là qui finalement vont lui sauver sa santé mentale et la sortir de cette relation là, parce que nouvel endroit, parce que nouvelle personne, parce que aussi peut-être elle remet dans sa vie des éléments qui n'avaient plus l'air d'y être. Alors on passe pas 107 ans avec elle au début pour voir dans quelles circonstances elle vit, mais elle a l'air de vivre dans un petit cottage isolé. Le fait que ça ne la dérange pas d'aller passer ses vacances de Noël à l'autre bout du monde nous indique que quand même doit pas y avoir une structure familiale ou sociale hyper bien tissée autour d'elle. Donc probablement beaucoup de solitude et peut-être de vulnérabilité par rapport à ça. Et puis quand elle débarque en Amérique dans la maison d'Amanda et que évidemment complètement changement complet de contexte, il fait beau, il fait chaud, je crois qu'ils sont en t-shirt, tu vois, il y a le vent qui souffle mais c'est le Santa Ana, c'est un vent chaud on dirait. Elle rencontre son voisin qui est un vieux monsieur, ils se mettent à parler de cinéma, elle regarde des films avec des icônes féminines dont lui fait la liste, hein. Donc il n'y a pas de rejet du masculin nécessairement, je trouve ça
plutôt sain pour le coup. Il n'y a pas du tout de rancœur. Alors peut-être que ce serait une sorte de naïveté, on l'interprète un peu comme on veut de la part d'Iris, mais voilà, elle se remet en relation avec le masculin et elle tombe heureusement sur des masculins qui, j'allais dire plus sains, mais qui en tout cas font un meilleur mélange avec elle qu'avec son ex. Son voisin là, le vieux monsieur, c'est un ancien un ancien scénariste d'Hollywood qui lui fait une liste de 15 films à voir où tous les héros du film sont en fait des héroïnes qui ont du chien et c'est ça aussi qui l'aide à se redresser dans le processus de se retrouver, c'est de voir se jouer devant elle mais un peu comme une affirmation, tu vois, c'est une représentation de la femme qu'elle veut être en fait. Et donc, au même titre que son ex lui faisait du bourrage de crâne, je t'aime, je te donne plein de paroles, mais aucun acte. Là, elle se fait du bourrage de crâne en mode je regarde 2 films par jour. Entre-temps, je vais nager dans la piscine, marcher avec mon vieux voisin et rencontrer des nouvelles personnes. Et voilà. Et à la fin de ses 15 jours de vacances, elle rompt avec son ex qui se présente devant sa porte. Et donc, ça, c'est encore un autre épisode du film. Mais effectivement, c'est pas seulement le changement de contexte, c'est juste de vivre. Réintroduire dans sa vie des éléments d'elle qui n'en faisaient plus partie. Ouais, c'est exactement ça, c'est qu'en fait vous avez le bourrage de crâne d'un environnement ou d'une personne toxique autour de vous, donc vous allez croire cette histoire-là, mais vous le changez cet environnement et vous réécoutez plein d'autres choses différentes où vous êtes valorisé, où il y a des personnes qui vous voient, qui ne vous ont jamais connu, qui vous montrent à quel point vous êtes merveilleuse, qu'il y a des choses chouettes en vous et qu'avec qui vous pouvez échanger, tout de suite vous éclairez l'autre côté de la pièce et ça montre que ces deux réalités sont accessibles et que c'est qu'un choix que vous pouvez faire à tout instant, chaque instant. Mais des fois on a besoin de fuir, parce que le voyage c'est aussi une fuite. C'était le meilleur moyen pour elle de fuir effectivement cette relation, pour déjà juste attends, il faut que je fuis, je ferme tout pour que je passe au moins à regarder à l'intérieur de moi. On va regarder de nouveau à l'intérieur de moi et en fait dans la fuite à l'étranger il y a un nouveau contexte qui se présente et c'est super intéressant. Peut-être tu pourrais voir aussi toi quand t'es parti en Angleterre, tu changes tout ton environnement, tu changes les personnes avec qui tu relationnes, tu changes la langue. Bon là c'est de l'anglais, ça reste quand même, mais d'un coup, tu peux voir d'autres miroirs et facettes de toi qui sont beaucoup plus chouettes et valorisables, en fait, par rapport à ce que tu as connu dans une relation. Donc, la fuite est nécessaire pour ensuite affronter. C'est ce qui se passe quand lui, il vient la retrouver à Los Angeles, mais cette fois, c'est plus la même personne. Donc là, elle va pouvoir affronter son bourreau, mais tout en choisissant d'être la victime, en disant, mais stop, c'est fini. Ça ne prend plus sur moi. Il y a le terme, c'est quoi le terme anglais pour dire j'ai du chien? Gumption. Voilà, elle a du gumption et parce que elle a été imbibée dans ces vibrations et dans ces fréquences-là qu'elle a pu raviver et amplifier chez elle. Ce qui permet du coup d'affronter son ennemi qui était cet homme à qui elle n'arrive pas à dire non et qu'elle retombe dans les autoroutes justement de la toxicité, de la dépendance affective. Et elle, il faudrait aller regarder le lien avec son papa, quelle est l'histoire qu'elle a avec son papa pour revivre ce truc. Je suis aimé quand en fait il me montre ce chaud-froid, ces allers-retours et cette absence de présence, ces irrégularités. C'est mon schéma connu. Mais il n'est pas viable. Il était viable enfant parce que c'est le seul moyen de s'en sortir. Mais quand on est adulte, on peut le transformer. On peut remettre la carte à jour et la modifier. Donc ça, c'est super intéressant. Le voyage est très puissant pour ça. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'elle est ouverte au masculin, même très ouverte au masculin, jusqu'au point de ne pas savoir dire non quand elle devient paillasson. Par contre, c'est pas le même cas pour Cameron Diaz, qui s'appelle, déjà j'ai oublié. Amanda. Amanda, du coup, elle veut dire, il n'y a pas d'homme là où je vais aller. Hein. Tu m'assures qu'il n'y a pas d'homme dans l'endroit où je vais me trouver. Parce qu'elle, elle en peut plus. Elle en a soupé des hommes et elle veut plus les voir, quoi. Puis elle est aussi, moi je la trouve très masculine, Amanda, en fait, dans son comportement. Autant Iris est très chaotique, beaucoup de larmes, beaucoup de sensibilité. Encore une fois, on parle d'archétype, attention. Si ça gratte, ça vient dire quelque chose sur vous, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. tout va bien, juste entendez la conversation, vous inquiétez pas. Iris, elle est très très féminine, très chaotique, très dans ses sentiments, elle est douce aussi au début du film, hein. Et puis Amanda, donc jouée par Cameron Diaz, elle est très femme d'affaires, le business, elle a pas d'enfant, son mec elle le dégage pour des raisons viables, hein, me semble-t-il quand même, mais voilà, elle en a plein la tête. Il y a quelque chose de l'ordre, ma mission d'ailleurs, elle entend cette voix de narrateur dans sa tête à quelques moments du film qui lui raconte sa vie comme si elle était dans une bande-annonce elle-même, quoi.
Et c'est marrant parce qu'effectivement Iris, un peu molle, un peu froide dans son Angleterre toute neigeuse et humide, va à Los Angeles, au pays des palmiers, d'Hollywood, de la lumière, waouh, tu vois, d'une culture finalement très expansive, même si ça parle anglais des deux côtés. Et Amanda, très laser, très focus, très directive, très masculine, va en Angleterre avec des vêtements pas adaptés, avec ses talons, alors que ça glisse, alors qu'il fait froid, même les voitures elles peuvent pas l'emmener jusqu'au cottage, faut qu'elle finisse à pied avec ses valises trop grosses. Enfin, on voit vraiment des aspects immatures, des polarités immatures qui changent d'éléments et qui vont se confronter à l'opposé pour mieux se retrouver en fait. Et j'aime bien parce que elle est en excès de masculin et de yang, Amanda. Elle travaille beaucoup, elle gagne beaucoup d'argent, mais elle en peut plus justement de ces masculins irresponsables en face d'elle. Elle part dans un pays où il va être beaucoup plus en dominantine, c'est-à-dire c'est l'hiver. C'est l'hiver, c'est l'Angleterre, c'est l'humidité, alors que l'inverse, en excès de féminin que représente Iris, elle va dans un pays chaud où le soleil c'est le yang aussi. Donc il y a une dynamique de je vais réchauffer ma polarité yang et l'autre va la radoucir pour pouvoir mettre du féminin dedans, c'est-à-dire un espace cocon pour regarder à l'intérieur, faire un bain chaud, se détendre et dans un petit cottage. Donc les deux viennent chercher ce qui leur manque aujourd'hui pour rééquilibrer leur équilibre yin-yang et leur polarité à l'intérieur. Et il y avait également, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais je crois que c'était en lien avec... Attends, est-ce que c'était Amanda ou c'était Iris ? Je sais plus. Bon, bah, tu me dis, ça reviendra, mais j'avais un truc par rapport à ça aussi, ces dynamiques de toutes les deux. Mais je trouve que c'est pas pour rien qu'elles échangent de lieu aussi pour venir rééquilibrer ce qui leur manque. Ah oui, c'était ça aussi. Il y a Amanda qui n'arrive pas à pleurer. Elle n'arrive pas à se connecter à son féminin. Ça fait genre depuis qu'elle a eu un trauma à 15 ans. Ouais. Et c'était quoi déjà le trauma ? Alors le trauma, et ça c'est marrant parce que hier... Je connais par cœur le film. Hier, quand elle explique, on arrive au passage où elle explique son trauma, t'as eu une réaction qui m'a surprise. Amanda donc arrive dans ce cottage anglais et un soir pendant la nuit, alors elle est complètement perturbée par le décalage horaire, donc c'est le milieu de la nuit et elle dort pas vraiment. Il y a quelqu'un qui frappe à sa porte et donc elle descend. Et en fait, elle tombe sur le frère d'Iris, qui croyait que c'était Iris et qui en fait a l'habitude, quand il va fréquenter le pub certains week-ends et qu'il boit trop, de s'arrêter chez sa sœur. Comme ça, il prend pas la voiture et il prend pas de risque. Il dort sur le canapé puis il repart le lendemain matin. Donc là, il est désolé et il lui dit voilà. Donc elle lui explique la situation. Bah non, Iris est pas là. Elle est à Los Angeles dans ma maison. Ah bon. Oh. Mais du coup, est-ce que je peux quand même rester, je vous la fais courte, hein, même si ça va très vite, ça va quand même moins vite que ça. Est-ce que je peux rester dormir ce soir ? Oui. Finalement, ils décident de coucher ensemble et voilà. Ils se lancent dans une relation, en tout cas dans la découverte l'un de l'autre, romantique à partir de là. Et tout ça pour dire quoi ? Attends, parler de Amanda qui pleurait. C'est moi, tu m'as dit ma réaction qui t'avait surprise. Ah oui. Et donc, 2 jours plus tard, ils vont au restaurant ensemble, ils se présentent. Ils prennent le temps de se présenter, hein, puisqu'ils ont du coup fait le sexe d'abord et voilà, ils ont parlé après. Graham, le personnage masculin, demande à Amanda si ses parents sont toujours ensemble, parce qu'ils parlent de leurs parents et de leur carrière et tout ça. Et Amanda lui dit ok, je vais le dire très vite. Mes parents sont séparés quand j'avais 15 ans et je l'ai pas vu venir. Et c'était un soir, ils m'ont dit qu'ils se séparaient et il y avait les valises de mon père dans le couloir et il est parti ce soir-là et j'ai pas compris. Et depuis, je crois que j'ai pleuré tous les soirs en m'endormant pendant des mois, je crois qu'elle dit. Et depuis, je n'ai plus pleuré. Donc Graham, il lui dit attends, tu n'as plus pleuré depuis tes 15 ans. Bah non, j'essaye pourtant, hein, mais j'y arrive pas. Et donc lui, il dit mais moi je pleure tout le temps, moi, une belle carte postale, un film, je t'assure. Elle lui dit oh non, tu déconnes, tu dis ça pour me rassurer. Mais non, mais pas du tout. Moi vraiment, je suis un super chialeur quoi. Et ta réaction quand elle explique sa situation, c'est vrai, la pauvre, ça doit pas être facile. Alors que en fait, très primairement, au vu de la guerre dans le monde et de la faim dans le monde et des grands cataclysmes humanitaires qui peuvent nous arriver et nous traumatiser, finalement que nos parents divorcent à 15 ans, c'est peut-être pas le truc le plus violent du monde. Mais en vrai, qui on est pour juger ? Et effectivement, ça peut détruire ton monde et te créer un trauma et point barre, quoi. Et le fait que tu dises la pauvre, ça doit pas être facile, je me suis dit mais c'est vrai ça. C'est vrai, la fin dans le monde c'est pas facile non plus, mais Amanda elle a le droit d'avoir eu son trauma et du coup on a le droit d'avoir de la compassion pour elle qui arrive plus à pleurer. Alors après c'est une romance et comme par hasard elle pleure à la fin quand elle quitte Graham et c'est là qu'elle réalise que finalement elle devrait rester. Mais il y a quelque chose de
la compassion face à la difficulté de l'autre et point barre. Peu importe que ce soit justifié, peu importe que ça nous semble ridicule, peu importe que Amanda, son trauma, il est là. À 15 ans, ses parents se séparent. Et ça dicte tout son rapport à son féminin par la suite. Et il n'y a pas à juger, c'est comme ça. Il n'y a pas effectivement à mettre une échelle sur ouais mais toi tu mérites plus de douleur et de pleurs et de compassion parce que voilà tu es dans un pays en guerre, mais à chacun son niveau et on part pas des mêmes choses et on s'est incarné en France avec des situations beaucoup plus faciles évidemment qu'on j'imagine dans des pays comme l'Afrique ou autres ou dans des guerres Ukraine et compagnie, mais aujourd'hui ne pas dévaloriser le fait que la séparation de mes parents m'a marqué sévèrement en fait dans mon adolescence, dans mon enfance ou une maman qui part ou autre, les décès on pourrait dire ah oui mais quand même le côté les parents sont encore vivants, mais il y a un impact émotionnel hyper fort, donc faut honorer et respecter ça, et puis ensuite on le transforme. Mais c'est vraiment à prendre en compte, et je pense que je me suis dit ça pour moi évidemment, parce que c'est un miroir de me dire, si à 15 ans il y avait eu la séparation de mes parents, je pense que ça m'aurait vachement dégommé, parce que du mal à me dire mince. Je sais pas, moi, ça aurait ravivé ma dépendance affective, ce truc du lien à la mère et tout. Je pense que j'aurais subi beaucoup ça. Mais après, si la vie nous le propose, c'est pour le transformer, y mettre de l'amour et de la lumière toujours dessus, même dans les plus grandes zones d'ombre et les plus grands traumas. Donc évidemment, c'est pas facile, mais c'est beau. Et comme le disait une vidéo je t'avais partagé là d'Alex Hormozy, c'est plus gros est le dragon, plus épique est l'histoire, plus épique est le héros ou l'héroïne en fait. Et c'est ça qui fait que vous pourrez raconter cette histoire et faites des podcasts et faites des comptes Insta, racontez comment vous avez traversé ces dangers immenses et transmettez cette carte au monde pour qu'on puisse nous avancer plus facilement sur ces sujets et que vous laissez des traces aux personnes qui arrivent après vous en fait. Et donc du coup, ce divorce-là l'amène effectivement à la bloquer émotionnellement, donc à bloquer, ok, l'émotion là de la relation, ça fait mal, je ferme tout. Donc elle se met dans un grand masculin, elle travaille et tout. Et elle réouvre ses portes avec Graham, qui lui est là en mode, moi je suis dans mon lit, moi je pleure et tout, donc c'est sécurisant. Et il est aussi dans son masculin, le beau Jude Law, qui a bougé depuis 2006, il est plus aussi pimpant que... Oh le jugement. Sommes-nous d'accord avec ça? Jude Law a-t-il bougé depuis 2006? Qu'en pensez-vous mesdames et messieurs? Parce que je suis jaloux de sa beauté et de son élégance anglaise, mais j'aime beaucoup parce qu'il arrive avec ce féminin et c'est normal, et qu'elle peut du coup se déposer et ouvrir son cœur comme elle le fait à la fin et faire circuler les vannes de nouveau, qui est sa connexion au cœur. Donc c'est très beau, cette dynamique qui change, mais elle vient aussi d'un espace qui lui a fait du mal et de la souffrance, et que tu ne pleures pas pendant, je sais pas quel âge elle a dans le film, mais pendant plus de 20 ans, c'est quelque chose, quoi, tu vois. Tu sais comment ça se passe avec les films hollywoodiens. Peut-être que l'actrice avait 35 ans à l'époque, mais elle joue une fille de 20 ans, en fait, tu vois. Bon. Non, mais elle doit avoir, je sais pas, 25 ans dans le film, techniquement. Ah ouais, non, pas plus. Non, 40. On regardera. Pas ouais, sûr. Bref. Pas sûr. Mais en tout cas, oui, puis elle est reconfrontée à la famille, puisque Graham, mais ça, elle ne l'apprendra que après, et du coup, va se poser une autre question par rapport à ce que Graham lui a dit ou ne lui a pas dit pendant ce restaurant où ils étaient censés parler d'eux et se présenter et un peu mettre carte sur table qui ils étaient. Et les éléments fondateurs de leur vie à ce moment-là. Elle se met donc, elle continue à fréquenter Graham, qui se trouve être papa, et ça il ne lui dit pas au moment du rendez-vous, de 2 petites filles qu'il a eues avec une femme qu'il a perdue. Il est donc veuf au moment où il la rencontre, et il lui explique donc le jour où elle se pointe chez lui par surprise et qu'elle se rend compte qu'il n'est pas seul. Ah, mais en fait, il a des enfants. Ah, mais en fait, il est veuf. Je reste pour la soirée. Il essaye de lui expliquer pourquoi il lui a pas dit qu'il avait 2 petites filles. Et ça, c'est un discours... on s'est posé la question hier en regardant le film. Est-ce que c'est OK d'avoir omis, donc menti, par défaut? Et pareil, t'as eu une réaction vachement bienveillante, je trouve. T'as dit, bah oui, je comprends, parce qu'en fait, à un moment donné, effectivement, il lui explique, il lui dit, écoute, je te l'ai pas dit parce que je ne sais pas comment être le papa veuf qui s'occupe de ses petites filles, qui lit des livres de cuisine et qui coud le soir et qui a une vache dans son jardin, et l'homme qui continue, l'homme qui essaye de retrouver une vie d'homme et qui sort avec des femmes, qui se remet en relation avec, entre guillemets, la femme, quoi. Et effectivement, toi, t'as eu une réaction vachement bienveillante en disant, bah ouais, c'est vrai, alors que moi, j'étais là, il aurait quand même pu lui dire dès le début, puisqu'il s'était dit qu'ils allaient tous dire, ouais, mais en même temps, ça doit pas être facile. Est-ce qu'on lui en veut à Graham, et est-ce que c'est un comportement, est-ce que c'est un red flag d'après toi? Qu'est-ce que ça dit de leur relation ou de l'homme ou...
Moi, je dirais pas forcément que c'est un red flag parce que je trouve que après chacun va le voir comme il en a envie. Et ce que tu te dis, ah ouais, il m'a menti et autres, il faut regarder comment ça joue à l'intérieur de toi par rapport à ces sujets-là. Mais je trouve que par peur de ne pas être à la hauteur ou apprécié avec ce gros dossier de je suis veuf et j'ai 2 filles, il y a des étapes à ça. Il allait lui dire d'une manière ou d'une autre. Mais d'abord, on va quand même construire quelque chose et en fait, j'ai peur que ça te fasse peur. Et comme je tiens à toi et que tu me plais, j'ai envie de peut-être omettre certaines choses, mais qui seront révélées forcément après parce que je vais pas le cacher. Mais aujourd'hui, je crois que c'est plus facile pour moi d'être derrière cette étiquette d'un homme célibataire, quitte à créer des... Comment ça, il y a d'autres femmes dans ta vie, t'as l'air d'être un coureur de jupons et elle aurait pu fuir, tu vois, mais tout en se disant, ah, en fait, c'est de tes filles dont tu parlais au téléphone et tout. Et je trouve que, bon, aujourd'hui, moi, je pense que tout de suite, c'est quelque chose que j'aurais révélé, quoi. En fait, c'est le premier truc parce que c'est un peu cœur ouvert et t'es au courant, quoi. Donc, je pense que j'en aurais parlé déjà sur Instagram et que je raconterais ma vie autour de comment on traverse un deuil, un machin et tout. Avec la partie digérée d'abord. Hein. C'est très intéressant ce que tu dis. Je te coupe. Au-delà de ça, au-delà du fait que toi t'en aurais parlé sur Instagram et tout, c'est un film de 2006. On les voit, ils sont au max de la technologie. Ils ont des BlackBerry. Donc on n'est pas encore sur Facebook, on n'est pas encore sur les Messenger et tout ça. En tout cas à l'échelle où on n'est pas sur les smartphones encore non plus. Ils ont pas la technologie de leur côté pour comme outil dans leur relation. Donc oui, évidemment que toi t'en aurais parlé sur Instagram. Mais Instagram existait-il en 2006 déjà? Non, mais t'aurais fait quoi, parlé, toi, il y a 18 ans? Parlé en direct. Il y a 18 ans, j'en aurais parlé directement avec toi. Je pense au premier, au deuxième rendez-vous. Comme toi, tu m'as parlé de Violette très rapidement, en fait. Tu vois, c'était pas. C'était pas j'arrive avec une honte, en fait. Oui, et alors que j'étais dans un moment de transition de ma vie aussi, tu vois, j'arrive avec une enfant, je viens de déménager, je suis pas bien, je sors d'une relation, évidemment qu'on parle pas d'un deuil, hein, lui il dit quand même que ça a eu lieu il y a 2 ans. Donc 2 ans, c'est pas il y a 3 mois déjà. On peut imaginer qu'il y a eu quand même une sorte de rééquilibrage qui ferait que aborder le thème est un peu moins compliqué que si ça avait été il y a 3 semaines ou 3 mois. Mais oui, dans une certaine mesure, moi quand je suis arrivée dans ta vie, j'étais dans une situation où j'avais pas honte de ce qui m'arrivait, mais c'était pas brillant sur le papier, quoi. Hein. Et en fait, c'est intéressant parce que ça vient juste parler aussi de lui, de la honte de dire je suis veuf. Donc pourquoi il a honte de ça? Pourquoi il a besoin de le cacher? Et donc ça révèle aussi d'autres problématiques. Et que c'est encore un travail. 2 ans, c'est quand même court en vrai. Hein, parce que moi, pour moi, ma relation, ça a mis 3 ans pour me dire ça y est, je suis nouveau prêt. C'était une relation, voilà. C'est un deuil, mais pas le même type de deuil une personne qui part parce qu'elle t'a pas quitté en fait. Il y avait encore de l'amour, il y a une relation et d'un coup, elle n'est plus présente sur ce plan. Donc ça crée aussi quelque chose que je ne souhaite pas connaître. Et dans l'idée, c'est que pour moi, alors déjà, je t'ai pas révélé tout de suite que j'avais 2 chats, et je pense que ça a aussi changé beaucoup de choses. Quand j'ai su que t'avais 2 chats, j'ai fait oh, waouh! Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Mais dans l'idée, c'est que je pense que tout de suite, j'aurais pas eu honte de ça. Et moi, j'ai eu des problématiques dans ma période avant de te rencontrer où très rapidement, je parlais parce que c'est intéressant aussi ça. De mon ex-compagne parce que je valorisais le fait que j'étais quelqu'un de bien, parce que j'avais une ex-compagne chouette qui m'avait ouvert à la spiritualité, qui faisait des vidéos, des machins. Il y avait une fierté pour moi, donc je la mettais en avant. Donc tu vois, j'en parlais très facilement et je faisais fuir des personnes à cause de ça, évidemment. Donc c'était hyper intéressant dans l'idée de qu'est-ce qu'on vient dans le fait de révéler ça ou pas le révéler. Moi, ça parle toujours de moi et ça parle toujours de vous. Donc moi, il y avait l'idée de, je te montre en fait que je suis pas conscient de ma valeur, que je doute de moi et que j'ai besoin d'une femme pour te prouver que j'ai de la valeur aussi, tu vois. Donc lui, il y avait sûrement, j'imagine, la peur de révéler, de pas être considéré comme un homme et de pas être attirant parce qu'effectivement son féminin vient de là aussi, il joue le rôle de la maman, il joue énormément le rôle de la maman qui a disparu il y a 2 ans. Donc son masculin est mis de côté et il a besoin de retrouver cette idée. C'est ce qu'il nous dit un peu, ce côté je suis célibataire, je séduis des femmes et du coup l'idée je suis un homme, mais t'es un homme avec et sans être avec ton féminin. Non, ça serait quoi? C'est je suis un homme viril attirant, même si j'ai des enfants, même si je suis une maman poule, tu vois, même si je suis un papa poule, même si je couds.
il y aurait ces idées de phrases. Là, on vous les fait un peu en avant. De toute façon, on est à 43 minutes, on arrive à la fin de l'épisode normalement. Et donc, dans l'idée, c'est d'accueillir, en fait, je suis un homme dans les deux cas, que j'ai des enfants et que je sois papa poule le soir et que je fasse des livres de cuisine ou pas. Donc, ça révèle un peu d'une honte de, en fait, je suis très maternant dans ma vie. Est-ce que tu vas m'aimer avec cette part-là, Amanda? Oui, il le dit, il le dit dans la version anglaise. Encore une fois, nous on regarde au maximum les versions anglaises, donc les versions originales. Il le dit, je ne sais pas comment être ça et ça. Je ne sais pas comment être et la personne. Il n'arrive pas à intégrer les deux polarités en fait. PKS. PKS, bah voilà, Jude Law, PKS. Heureusement, t'étais pas là il y a 18 ans, mais heureusement t'es là aujourd'hui, mais pas trop tard. Attends, Peter Cunning, il l'a sorti quand? Je pense il y a 18 ans, il devait avoir. Il a regardé The Holiday, il a fait c'est pas possible, faut faire quelque chose pour que... Ça vient de là. Un jour j'interviewerai. La genèse. Tu lui demanderas, hein. Bah ouais, grave, non, même, il faut trop qu'on l'interviewe parce que il est génial. Ça va venir. Je vais demander à Christian. Ouais, je vais demander à Christian. Et du coup, je vois qu'on arrive à la fin de l'épisode. Je voudrais quand même vite fait parler de Miles, qui est notre 4e personnage principal, on va dire. Donc, on a nos 2 héroïnes. On a parlé de Graham, qui arrive dans la vie d'Amanda, et on a Miles qui arrive dans la vie de Iris. Iris est donc chez Amanda, qui vient fraîchement de virer son mec. Et Miles est un compositeur de musique de film qui est l'ami de l'ex d'Amanda et qui vient un jour chez Amanda, mais donc c'est Iris qui y est et qui lui ouvre le portail pour récupérer les affaires de son pote, quoi. Parce que son pote est persona non grata, on le voit plus après d'ailleurs. Et d'échange en échange, on sent bien que Iris et Miles, ça se passe plutôt bien et on souhaite, parce que on est fleur bleue et qu'on a le cœur tendre, que Iris se mette plutôt avec un mec comme Miles que reste avec son ex Jasper. Mais on a quand même des petits soucis avec Miles, non? Parce que Miles, il est avec quelqu'un aussi, non? Miles, il est rigolo, c'est Jack Black, on adore les faces de Jack Black qui fait plein de grimaces, qui chante, qui est vraiment incroyable, j'aime beaucoup cet homme. Et effectivement, il est très séducteur tout de suite alors qu'il est avec sa chérie comédienne mexicaine ou je ne sais plus quoi. Et en fait, tout de suite, il y a du flirt. Il y a clairement du gros flirt avec le vent. Tu vois, avec tout ça, pour moi, il y a un espace aujourd'hui, clairement que moi j'ai fait, alors que j'étais en couple, hein, donc je reconnais tout à fait cette ombre-là, mais qui est pas ok, qui est clairement pas ok selon moi. C'est respect des frontières, respect. Je suis avec quelqu'un, mais je ne flirte pas avec cette autre personne. C'est inenvisageable. Oui. Je pense qu'on nous le fait passer un petit peu pour de l'innocence et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, mais c'est un peu caricatural parce que en fait, on va pas se mentir. On va appeler un chat un chat. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'impression que Miles il flirte avec Iris? Parce que Jack Black c'est pas Jude Law. Parce que c'est sûr que s'il était grand, blond, avec des boucles et les yeux bleus, et qu'il avait une voix grave, si, on se dirait, ah non, mais carrément, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est Jack Black, il est petit, il est un peu rond, c'est le bon copain. Du coup, voilà, il est sympa, ouais, quand il lui enlève sa poussière dans le cil, ça ne veut rien dire de plus. Mais on va pas se mentir. En vrai, dans les faits, on regarde les faits, c'est quand même, il y a de la tension romantique déjà à ce moment-là. C'est clair, moi de mon point de vue, c'est l'espace vital de la personne. Souviens-toi, Géraud, on en reparle souvent là, qui met les mains en cercle devant. Mettez vos mains en cercle devant vous. Dites-vous, là, c'est mon espace vital. La personne est arrivée dans ton œil et en train de te dire, attends, je te l'enlève et tout. Mais évidemment, comme elle est pas avec des frontières marquées et définies, le masculin peut rentrer sans problème, on l'a bien vu. Et il y a des masculins chouettes qui peuvent rentrer, mais elle, de base, il n'y a pas de stop. En fait, là, c'est inconfortable pour moi que, non, je vais le faire moi-même, tu vois. Il y aura ce côté-là, genre d'abord, attends, là, t'es trop proche, on se connaît pas, t'es en plus avec ta meuf, là, c'est mort, tu vois, qu'est-ce que tu fais? Mais elle, comme elle est en mode, et évidemment, derrière, on est content parce qu'il est chouette et qu'ils se mettent ensemble et que finalement, il y a quelque chose de sain qui se dégage aussi de lui, il y a quelque chose de candide, de léger, mais il y a une frontière qui est envahie après avec le consentement de la personne. Donc c'est elle aussi qui décide. Si elle est consentante et que l'autre à côté, qui est sa compagne sur le moment, ne dit rien, ils sont consentants dans ce type de relation. Donc s'ils sont heureux dans leur monde, allez-y. Il y a un petit souci au niveau de cette scène dans le magasin de DVD. Est-ce que vous vous souvenez des magasins de DVD de cette époque bénie où il y avait encore des endroits où on allait pour louer des DVD, hein? C'était avant Netflix, c'était avant les plateformes de streaming. Et Miles est donc avec Iris et ils choisissent un DVD puisqu'elle regarde tous ses films justement et ils sont en train de marcher dans les allées et il lui fait un petit sketch en mode je te playback toutes les musiques de films, voilà, regarde, t'as vu ce film, la bande son elle est géniale, les trucs et machin. Ils sont donc ensemble pendant que sa copine à lui est en tournage je sais plus où. Et en fait à la fin de la scène, Miles regarde par la vitrine et voit sa copine marcher dans la rue au bras d'un
mec. Et là, tu sens, la musique se met en route, la musique tragique, zoom sur Jack Black. Oh mon Dieu, mais Maggie! Et il sort, donc t'as Iris qui se met la main sur le cœur. Oh, le pauvre! Oui, effectivement, sa meuf était en train de le tromper avec un autre gars. Mais on s'est fait la remarque tous les deux, on s'est dit, mais lui, il faisait quoi, en fait? Genre, sa copine à lui marche dans la rue au bras d'un mec, mais lui, il est bien en train de passer un rendez-vous avec une femme également. Donc alors après, effectivement, elle lui a menti, elle couchait avec le mec, elle regrette. Voilà, elle a passé des étapes autres que lui avec Iris, qui du coup justifie qu'il la quitte et trucs et machin. Mais au moment de la scène dans le magasin de DVD, on est quand même relativement d'accord qu'il y a un tout petit malaise parce qu'ils font relativement la même chose l'un à l'autre. Depuis le départ, moi, c'est juste une question de temps avant que les deux s'embrassent, en fait. C'est la dynamique, tu prolonges la flèche, on y arrive, en fait. Je suis désolé. Donc, elle était juste plus honnête parce qu'elle l'a fait plus franchement et plus directement. Mais lui tournait autour du pot et moi, je vois tout à fait ce genre de comportement que j'allais chercher dans les soirées en parallèle de ma relation amoureuse et que, en fait, à un moment, ça a cassé parce que j'ai été le trompeur. J'ai été cet homme qui embrasse d'autres femmes ou qui fait l'amour avec une autre femme qui n'est pas la sienne, en fait. Qui n'est pas avec. Et ça, c'était juste une question de temps. Rien ne changeait, l'alcool me désinhibait et les répétitions de sortie arrivaient et en fait c'était qu'une question de temps parce que c'était la dynamique et que sûrement mon ex-compagne à l'époque aurait pu tout à fait sentir ou l'a senti mais n'a pas mis de stop, n'a pas mis de frontière qui fait que moi jamais je me remettais en question et qu'elles étaient jamais marquées concrètement. En fait tu dégages, tu continues à sortir tout le temps en soirée et tout mais en fait ça dégage parce que pour moi c'est plus ok. Aujourd'hui ça serait inenvisageable j'imagine avec toi. Et moi, en fait, c'est plus du tout ma dynamique parce que j'ai observé ça, mais c'est pour ça que ça m'a marqué et tout. Je déteste tout à fait ce Jack Black, quoi, clairement. Et c'est pas ok, en fait. C'est clairement pas ok. Aujourd'hui, ils ont dans un mon monde, moment après, aussi, vous faites ce que vous voulez. Hein, mais... Après, la fête de Hanouka où ils ont bu un petit peu. Et il lui dit au revoir en lui faisant la bise 2 fois et il s'excuse, il dit je suis désolé, je pensais pas rester aussi longtemps sur la deuxième bise et il s'en va. Et ça a l'air tout à fait innocent et c'est très étrange parce que quelque part d'un côté c'est charmant et de l'autre côté tu te dis ouais mais quand même il a une copine quoi. Et c'est alors il y a plein de gens peut-être chez qui ça vient pas gratter ce genre de comportement mais je pense que et toi et moi parce qu'on a eu les histoires qu'on a eues et qu'on a fait le tour du cadran, on sait que ça c'est le début de la fin, du truc dangereux, de la prise de tête, du manque de confiance, des disputes à n'en pas finir, de la trahison on sait que ça c'est le début de l'engrenage. Donc c'est déjà non. Et que je te le demande de respecter cette frontière-là ou que tu me le demandes, finalement, ça nous semble assez logique. Parce qu'on en est conscient que ça, c'est pas OK, en fait. En tout cas, ça vient dire quelque chose sur notre relation. Donc, si on s'en rend compte, on n'est pas non plus obligé de s'en vouloir à ce stade-là. Mais par contre, si on s'en rend compte, il faut que les deux fassent pause. Est-ce qu'on peut se recentrer sur notre relation parce que ça vient dire quelque chose sur notre relation qui va faire que notre relation va prendre fin? Là, on ouvre un paradigme où la fin de la relation est au bout du tunnel. Donc viens, on se recentre, on recadre le truc et finalement, le fait que ce ne soit entre guillemets pas grave, c'est bien parce qu'on s'est tous les deux focalisés sur ça vient révéler quelque chose de notre relation. Et comme ce qui est précieux pour nous, c'est cette relation, on va travailler là-dessus pour que ça disparaisse de notre champ de possible. J'ai oublié le début de ma phrase, mais je crois qu'on a compris l'idée. Le fait de mettre de la conscience là-dessus, ça fait que plutôt que de se prendre la tête, t'as fait ça et truc et machin, ça nous donne l'opportunité de nous recentrer sur la relation et de l'honorer pour qu'elle continue. Et je crois qu'effectivement dans ce genre de film qu'on adore, moi peut-être pas toi mais moi, attention parce qu'il y a plein de orange flags qu'on fait passer pour des red flags parce qu'on veut que ces deux personnes soient ensemble et qu'on sait qu'elles vont se faire du bien et qu'il y a une petite musique romantique. Mais en vrai, ce sont des indicateurs de malaise de leur rapport à eux-mêmes, leur rapport à la relation et leur rapport à la relation dans laquelle ils sont. Parce qu'ils sont quand même, voilà, mais lui, il a une copine quand même. Ouais, clairement. Et tu disais des orange flags qui passent au green flag, tu veux dire, pas au red flag. Qu'est-ce que j'ai dit ? T'as dit red flag. De orange qui passe au red, mais c'est pas grave. Donc c'est de orange qui passe au vert. Oui. Effectivement, on est dans une zone liminale, une zone floue. Et si c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc dans ces espaces, il faut que l'un ou l'autre mette les frontières claires. Par moment, c'est ok d'être dans ce flou, mais il faut se remettre de la conscience rapidement tout de suite et de se rendre compte que, oh là, en fait non, il y a un truc qui est pas ok pour la femme ou pour l'homme. Genre, mec, tu me plais, mais en fait, débrouille-toi d'abord dans ton histoire, termine-la proprement. Et ensuite, tu viens me voir, en fait, parce que là, si on commence, qui est au départ est à l'arrivée, on aime cette phrase, donc ce qui est au départ de cette relation,
Qu'est-ce que ça dit là? Si déjà il est en train de tromper son ex avec vous, vous vous mettez avec lui, ces fameux femmes mariées, hommes mariés qui sont avec des femmes non mariées ou inversement, ben ça c'est au départ de votre relation. Ça va teinter tout le reste en fait. Donc bien sûr qu'on peut réinformer l'histoire à chaque fois du démarrage, mais ça demande un vrai travail de conscience et une vraie libération énergétique. Mais prenez soin du démarrage de votre relation pour qu'elle soit la plus vibrante et haute possible pour que derrière vous ne vous retrouveriez pas en ah bah il m'a trompé et tout. Ouais, mais si vous avez commencé la relation comme ça, en fait, s'il y avait déjà un problème au démarrage, c'est hyper important. Donc prenez-le au sérieux. En tout cas, c'est ce que je vous invite à faire. Après, la vie vous montrera l'expérience que vous avez à vivre. Et je vous jugerai pas, comme on l'a dit. Vous êtes des merveilleux cadeaux de la vie, que vous trompez ou que vous trompez pas. Qui je suis pour vous juger, et surtout que sur ces espaces-là, moi, j'ai été dans le trompeur et le tromper peut-être, ça je sais pas. Oui, je crois. Et en fait, peu importe. Donc aujourd'hui, mettez de la conscience si vous voulez que votre relation soit saine et qu'il n'y ait pas ces zones de flou, mais on dit rien. On le sait. On le sait très bien. On le sait toujours, en fait, quand c'est pas OK. Vous le savez, mais vous le dites pas. C'est tout, c'est ça. Et le plus dur, c'est de le dire, parce que c'est les conversations difficiles qu'on n'a pas envie d'avoir. Absolument. Du coup, au final, ils quittent respectivement elle, son ex, qui revient à l'assaut, et lui, son ex aussi, qui lui demande de lui pardonner, et qu'elle s'est trompée, et que truc et que machin. Et après, seulement, ils se mettent ensemble. Donc l'honneur est sauve, mais la conversation, 20 ans plus tard, est quand même beaucoup plus évoluée. Effectivement, en mode, attention, il y avait quand même des orange flags. Vous n'êtes pas comporté nickel. Même Iris, elle sait qu'il a une copine et elle se laisse faire. C'est très innocent dans le film. Attention, c'est très innocent, mais quand même, on est des adultes matures, on sait ce que ça veut dire. Passer du temps ensemble, il t'enlève un truc dans tes cils, il te fait la bise 2 fois, t'aimes être avec lui, oui c'est troublant, mais du coup qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, on est au courant. Donc il y avait le doigt dans l'engrenage de on va filer ce jeu-là quoi. Et finalement, la relation la plus green flag, c'est la deuxième, c'est Jude Law avec Cameron Diaz, parce que finalement, c'est beaucoup plus sain, ils sont libres tous les deux. Lui, il lui dit juste pas, effectivement, bon, attends, je suis quand même veuf et j'ai deux filles, mais c'est beaucoup plus sain en fait. Oui. Alors après, on se demande comment ça va pouvoir évoluer parce que finalement, elle a un discours assez pragmatique à la fin. Elle dit non mais attends, la relation à distance, ça ne va pas fonctionner. Tu viens jamais en Amérique, moi je viens jamais en Angleterre. Dans 6 mois, on va faire un burn-out. Tes gamines, elles vont être désespérées que tu t'en ailles si souvent. Moi, je vais avoir des problèmes avec mon travail. Viens, on se lance pas là-dedans. Et il lui dit oh là là, t'es déprimante. Et puis finalement, elle change d'avis parce qu'elle se met à pleurer en partant et qu'elle se rend compte que voilà. Et ils décident de tous faire le nouvel an ensemble. Et ça s'arrête là. Donc c'est merveilleux cette fête du Nouvel An où ils sont tous ensemble. On est trop contents de voir les 4 personnages ensemble avec les enfants et tout. Mais quand même, moi je voudrais bien voir 6 mois plus tard ce que ça donne cette relation à une époque où on n'a pas WhatsApp, on n'a pas. Enfin voilà. Voilà, c'est un film de Noël qui se finit bien avec au grand maximum des orange flags. Mais il y aurait tellement à dire. Ouais, est-ce qu'on peut se faire un peu de PKS peut-être sur les boundaries, tout simplement, les limites. Ouais, ça, du coup, effectivement, dans ces zones de flou et d'orange flag, mettez vos limites, redéfinissez-les et prenez le temps de les regarder et de vous dire attends. Si vraiment j'écoutais ce qui est à l'intérieur de moi, ce qui est juste ou autre, qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que j'ai peur aussi qu'on dise de moi si j'exprime mes frontières. C'est pour ça que vous les exprimez pas. Si j'étais l'amour, à quoi je dirais un grand oui et à quoi je dirais un grand non sans hésiter. Ça, c'est vraiment des questions très très précieuses et prenez le temps d'y répondre. Et surtout en miroir d'une dynamique relationnelle, de démarrage de relation ou de relations un peu toxiques ou complètement toxiques, parce que c'est dans ces moments-là que vous avez besoin de faire de la clarté, de mettre de la clarté. C'est pour ça qu'on se fait accompagner dans ces espaces, qu'on a besoin de quelqu'un qui vienne nous dire mais attends, mais en fait là t'es dans ton nuage, mais moi de mon point de vue je vois ça et tout, et là d'un coup il y a une personne qui vous amène la lumière quoi. Donc c'est pour ça que c'est important de se faire accompagner, surtout sur la relation amoureuse. Et dans l'idée, moi, je partagerais le fait que je suis un merveilleux... Alors, toujours le PKS, je le répète, vous mettez vos pieds au niveau du sol, décroisez les mains en position d'ouverture, les yeux fermés, vous écoutez comment votre corps réagit, pas votre tête, parce qu'elle va dire c'est de la grosse merde ce que Julien te partage, ne l'écoute pas, fuis ce podcast. Mais peut-être que c'est votre ego qui a très très peur de ce qui pourrait se passer si vous prononcez ces phrases. Donc, à voix haute, vous allez dire, par exemple, je suis un merveilleux cadeau de la vie, avec et sans être rejeté lorsque j'exprime ma vérité. Ça pourrait être une phrase qui fonctionne aussi pas mal, parce que dans tous les cas, vous êtes l'amour, avec et sans dire la vérité, ou votre vérité. Et vous pouvez aussi dire « Je suis admiré, respecté, même si je suis rejeté quand j'exprime ma vérité ».
Donc c'est-à-dire voilà, ma vérité c'est ma frontière, je vais l'exprimer, c'est pas ok pour moi que tu flirtes avec cette femme et que tu lui enlèves cette petite paille dans l'œil là ou ce petit truc dans l'œil. Cette femme avec qui il était, elle aurait pu l'exprimer sans avoir peur d'être rejetée ou autre, de se dire en fait je vais me valider parce que c'est juste et tant mieux. Si Miles la quitte à cause de ça, c'est que c'était pas la bonne personne pour lui. Donc d'aller accueillir ça, d'accepter aussi le pire truc pour vous, je suis rejeté et tous les hommes ou toutes les femmes me détestent et qu'est-ce que c'est bon, pour accepter aussi la part de vous qui veut surtout pas être rejeté et qu'on coupe le lien avec vous. Mais si vous acceptez que c'est la paix chez l'autre, c'est le bordel à l'intérieur de vous. De qui maintiens-tu la paix? La tienne ou celle de la personne en face de toi? Et donc c'est important d'aller vous apaiser en exprimant ce qui est bon pour vous. Et vaut mieux être rejeté par des personnes qui vont créer le chaos à l'intérieur de vous pour vous accueillir vous-même et ensuite attirer des personnes en miroir qui sauront respecter ce qui se passe en vous et la paix que vous avez. Et que c'est important d'exprimer ce qui est juste ou pas pour vous, ce que tu fais très bien avec moi. Et ce qui permet justement d'avoir une relation saine, même si ça peut remuer, au moins tu exprimes tes frontières. Et ça, c'est très puissant. Et que tu pourrais te dire, tu peux te dire ça des fois. Peut-être que je vais plus être aimé, peut-être que je vais être rejeté, peut-être qu'on va me violenter, tu vois. Vous pouvez accueillir ça. Non, pas avec toi. Pas avec toi en vrai. Peut-être dans d'autres espaces. Mais imaginez il est tellement parfait, Julien. Voilà, mais c'est surtout qu'on est tellement en respect de ça l'un envers. Attends, je me suis embarquée dans une phrase. On est tellement en respect de ça pour nous-mêmes individuellement que le fait de partager nos frontières et nos limites, ce n'est jamais une menace sur l'autre. C'est-à-dire que si moi je dis quelque chose qui correspond à ma vérité et qui semble contraignant ou abusif pour Julien, il va me dire sa vérité aussi. Et on va mettre tout ça au milieu et on va examiner ça. Parce qu'en fait, le danger, c'est qu'il y en ait un qui exprime toujours ses limites et ses trucs, mais que l'autre n'exprime pas les siennes en réponse à ça, dans la bienveillance. Ça fait des relations très contrôlantes, par exemple, où il y en a toujours un qui se plaint, qui est jamais content, des jalousies extrêmes, et oui, mais on me dit d'exprimer ma vérité, oui, mais il faut qu'en face, vous fassiez pareil. Et je conçois que ce n'est pas facile dans toutes les situations, surtout si vous êtes dans des relations ou des schémas qui perdurent depuis longtemps. Alors, vaut mieux faire dès le début, c'est sûr que c'est plus simple parce qu'au moins on sait à quoi s'en tenir et quand ça marche pas, on le voit tout de suite. Alors que peut-être, si on est un peu conciliant au début, c'est très dur de rattraper par la suite. Mais le fait qu'on se respecte nous-mêmes suffisamment pour savoir que c'est une conversation qu'on va avoir ensemble et qui est une conversation au service de notre relation et qu'il faut l'appréhender avec curiosité et non pas jugement, c'est ça qui nous garantit notre compétence et notre capacité à honorer notre parole et à pas avoir peur de le faire. C'est un cercle vertueux en fait. C'est ça, du coup vous pouvez accueillir aussi ça. Je suis honoré, respecté, même si je suis rejeté, même si je suis violenté, ou alors non, il y a ça aussi, je suis en sécurité, même si j'exprime ma vérité. Je suis écouté, entendu et aimé avec et sans exprimer mes frontières, avec et sans être en colère, avec et sans être vulnérable, pour pouvoir vraiment à chaque fois vous sentir bien avec vous-même. T'avais dit un autre truc qui avait ouvert une porte, mais je ne la retrouve plus. Et créer des espaces où vous sentez que ça n'a rien à voir le fait d'exprimer ce qui est bon ou pas pour vous, et que vous acceptez le pire, c'est d'être rejeté, effectivement, d'être quitté. Et tant mieux pour vous, même si c'est cette personne que vous pensez aimer, mais si elle vous écoute pas, qu'elle vous rejette parce que vous exprimez ce qui est bon ou pas pour vous, mais c'est pas une relation que vous avez envie de maintenir. En tout cas, je vous le souhaite pas, parce qu'on est dans quelque chose de toxique, du coup. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses autour de l'idée d'être en sécurité? Ouais. Je suis en pleine sécurité, ouais. Même si j'exprime ma vérité, ou même si je suis quitté. Et aujourd'hui, ce qui me vient, c'était un peu ça. Il faudrait, comme toujours, c'est beaucoup plus facile avec vous, avec les mots qui résonnent pour vous, avec les ajustements, avec votre histoire relationnelle. Donc venez nous voir, parce qu'autour de la relation, je pense qu'avec Eugénie, par la suite, on va construire des choses. Donc venez nous parler sur les réseaux, on verra ce qu'on peut faire pour vous. Oui, je pense qu'un épisode sur le sentiment de sécurité, ça va être important aussi. Ouais. On a eu le rapport à l'argent, on a eu la force, la puissance, la sécurité, gros domaine quand même. J'en ai une qui est super. Quel meilleur archétype pour exprimer aussi ses frontières que celle de la salope ou de la connasse? On en avait parlé, je crois, un moment dans un épisode, et ça, accepter d'être cette connasse, cette salope, c'est-à-dire juste la femme qui exprime ses frontières et ce qui est pas bon pour elle, parce qu'on pourrait souvent, et le masculin, dire ça de vous, oh là là, cette conne ou cette salope et tout, parce qu'elle exprime juste sa frontière. Donc, osez être cet archétype-là, parce que c'est une guerrière, c'est une force dont vous avez besoin pour incarner ce stop, j'asperge, je mets mes frontières, parce que je pense qu'elle est très
sainte nitouche et très gentille, très bienveillante et tout, mais du coup elle incarne pas du tout la salope qui va dire en fait non, tu me fais chier. C'est fini entre nous. À la fin, elle a pas, tu vois, le côté, tu disais gumption, le côté Gumption. elle a du chien. Ouais. Bah, en fait, vous pouvez incarner ça. Elle est encore, elle a pas besoin. En fait, vous pouvez incarner le pire, la salope, mais cette salope peut être juste exprimer sa frontière comme elle le fait, sans l'insulter, sans être méchante ou quoi que ce soit. Elle dit juste ce truc et en plus elle le fait avec manière légère, mais genre il a aucune prise. Dans la manière dont elle fait, ça y est, c'est bon, c'est réglé. C'est tellement puissant et tellement léger que lui il peut rien faire. Il est genre en mode qu'est-ce qui se passe quoi. Ouais. Et c'est trop bien parce que ça y est, lui il a plus prise énergétique sur elle. Donc vous pouvez accueillir ça. Je suis une salope, je suis une connasse, c'est la reine des connasses et c'est merveilleux. Et c'est ok. Et je suis un merveilleux cadeau de la vie, même si je suis la reine des connasses. Je suis aimé, respecté et admiré, même si je suis la reine des connasses, la reine des salopes et tout. Désolé pour vos oreilles chastes si ça vous perturbe, mais c'est qu'il y a quelque chose derrière. Accueillez cette énergie-là qui exprime ses frontières et qu'on peut vous dire ça de vous, mais il y en a d'autres sur le miroir de la pièce qui va se dire, mais elle se respecte, elle exprime ce qui est bon pour elle et elle marque ses frontières. J'ai envie d'incarner cette femme aussi. C'est génial, quoi. Bah, comme Iris qui regarde des films et qui se dit oh, mais ces femmes, on peut donc agir comme ça et être une héroïne de film en fait. Et donc je peux être l'héroïne de ma vie en agissant comme ça, c'est incroyable, je suis pas obligée. Il lui dit, Arthur, son voisin, il lui dit tu te comportes, il y a deux archétypes féminins, la meilleure amie et la leading lady, la femme qui lead, et toi tu es une leading lady et tu te contentes de te comporter comme une meilleure amie, mais pourquoi? Et elle fait mais c'est vrai, ça fait 3 ans que je suis en thérapie et c'est brutal, mais t'es censée être la leading lady de ta vie quoi, donc je viens de comprendre un truc. Et de le voir incarner, bah oui, elle voit le miroir de mais c'est possible, c'est ça moi que je veux être. C'est incroyable. On en fait des histoires incroyables de ces femmes-là, donc ça peut exister en fait. Et effectivement, ces femmes qui sont épiques dans l'histoire qu'elles vivent et dans ce qu'elles transforment, et que c'est ça qui est beau à raconter, c'est de voir du passage d'où elle vient, Iris, et où elle arrive, et on est trop heureux pour elle aussi. Et puis, effectivement, on aurait envie de savoir comment ça évolue avec Miles et tout, si lui il va flirter avec d'autres femmes, si lui il va continuer à faire des trucs, parce que Le je pense pas que Holiday, ce soit 2 ans elle. plus tard. Donc voilà. Bref, merci beaucoup. J'espère que ça vous a parlé, que c'était chouette. Encore 1h04, mais bon, on est passionné. Et puis là, on aime bien ce setup. Hein. C'est cool de parler comme ça. Ouais, je trouve. on est bien comme ça. Et puis, je crois qu'on a dit beaucoup de choses dans cet épisode et c'était un épisode important. Parce qu'on vient vraiment taper dans le relationnel avec cet épisode. Et puis, c'est aussi votre épisode de Noël. Hein. The Holiday, finalement, c'est un prétexte pour parler des relations en général. Mais on vous le pose quand même avant Noël parce que c'est un film qui se passe à la période de Noël. Un grand classique qu'on regarde à cette période de l'année. Et puis, qui peut peut-être vous aider. Alors, on a parlé du relationnel, là, romantique. Mais on sait très bien que Noël approchant, vous allez aller taper directement dans le relationnel familial, que vous fassiez Noël en famille ou pas. Et pour ça, on a aussi des affirmations. Julien, au jour où on enregistre, va faire un atelier qui sera déjà fait au moment où on publiera l'épisode. Oh, quel dommage. Mais par contre, qu'est-ce que le replay sera là, non? Bah, replay sera là, c'est 2 heures d'atelier, au moins 2 heures, 2h15, ça s'appelle Noël enfin apaisé, mais ça marche aussi pour les fêtes de fin d'année et puis en général les dynamiques familiales. Donc l'idée c'est de vous aider à, pendant cette période de fête, vous défaire grâce au PKS, aux loyautés familiales, au bordel ambiant qui va se créer avec la famille qui se réunit, avec les mêmes sujets qui reviennent sur la table et les mêmes réactions émotionnelles parce que vous n'avez pas réglé le truc, parce que vous n'êtes pas encore venu nous voir pour libérer tout ça. Et l'idée c'est justement de vous aider avec un atelier à prix méga accessible. Je sais pas combien il sera là pour le moment en replay, mais ça sera vraiment un tout petit prix pour avoir une boîte à outils, commencer à utiliser ces outils dans votre vie concrète. C'est ça aussi qu'on a envie de transmettre, autonomiser la santé mentale avec des outils spirituels aussi puissants que les affirmations du PKS. Et franchement, moi, ça change ma vie, ça change mon business, ça change mes clientes, ça transforme aussi la vie de Génie. Donc, utilisez-les pour ces périodes-là. C'est le bon moment. Testez-le, c'est simple et vous voyez ce que ça fait dans votre corps. Avant de juger, testez-le. Écoutez et appliquez. Et ensuite, on en parle. Ne dites pas c'est de la grosse merde parce que ça, c'est votre ego, c'est votre mental. Testez dans le corps et vous verrez. Voilà, merci ma chérie, c'était trop chouette comme épisode. Ouais, merci à toi. Hâte de faire les fêtes de Noël en famille parce qu'on aura des choses aussi qui vont se remonter, on aura besoin de libérer des trucs. Hein. Là, il y a On nos est comme 2 tout le monde. familles qui font Noël ensemble là, pour la première fois. Ici, chez nous. Ça va être très intéressant. On vous dira tout. J'ai hâte, ouais, on vous racontera tout. Et puis, comme d'hab, commentez, likez, partagez l'épisode, parlez-en autour de vous, dites-nous ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, venez nous voir si vous avez besoin d'un coup de main. Tous les liens sont dans la description. Et puis, on se dit à très bientôt pour un 8e épisode. Celui-là, c'était le 7e. Le 8e sera le dernier de l'année.
Et on attaquera ensuite janvier avec le 9e et puis tous les autres qu'on aura enregistrés pendant les vacances. Oui. Dernier mot pour la fin, ma chérie. Faites-nous des suggestions. Faites-nous des bloopers. Puis il y a le visuel maintenant. Alors. Si vous ne nous voyez pas, sachez que maintenant on a le visuel sur YouTube, c'est ça, hein? Ouais, C'est sur notre Spotify, deuxième tu peux le voir aussi. Hein. Donc, ah oui, ça y est. ouais, C'est notre ils ont deuxième épisode avec visuel. On s'est lancé. Faites-nous des suggestions de films à voir ou de séries à voir. Ça se trouve, on les a déjà vus, mais n'hésitez pas à partager ce qui vous intéresse, qu'on aille voir ça de plus près. Et puis, moi, mon mot de la fin, c'est toujours le même. C'est bisous. Bisous tout le monde et à très bientôt. Ciao. Ma petite Amélie, vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie. Si vous laissez passer cette chance, alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors, allez-y, nom d'un chien.